Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Léa Rivière, donc je travaille à la Confédération nationale du logement et je vais donc animer ce webinaire avec ma collègue Marie-Pierre Vieux. Donc la CNL organise ce webinaire pour marquer les 25 ans de la loi SRU. Pour rappel, la loi SRU, elle a été adoptée le 13 décembre 2000. Et c'est une loi qui est relative donc à la solidarité et au renouvellement urbain. Donc, on va rappeler brièvement avant vos interventions les axes fondamentaux de cette loi. Donc, la mixité sociale qui impose à chaque commune un quota de logements sociaux. La planification, donc, qui est une mesure qui permet notamment une meilleure utilité du foncier et qui lutte contre l'étalement urbain. Et la démocratie locative, qui permet de donner davantage de place aux locataires dans les décisions qui les concernent. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons faire le point sur ce que cette loi elle a apporté, sur le pourquoi elle est attaquée, comment on peut la renforcer, voire la faire évoluer, et le rôle des associations, des bailleurs et des élus progressistes. Donc, pour parler de ces points, nous allons écouter donc Eddy Jacquemart, qui est président de la CNL, Florent Guéguen, qui est président d'Est Ensemble Habitat, Patrice Leclerc, qui est maire de Gennevilliers, et peut-être Audrey Linkenheld, qui est sénatrice socialiste et qui se connectera si son emploi du temps le permet. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec une question pour Eddy Jacquemart. Donc la CNL, elle a vu naître et même d'une certaine manière initier la loi SRU. Elle l'a vu évoluer, être attaquée. Est-ce que pour vous, en 25 ans, la loi a-t-elle tenu ses promesses et qu'a-t-elle changé concrètement pour les locataires? Alors, merci d'avoir organisé ce débat. Donc, en fait, il faut savoir que la loi SRU, elle est intervenue dans un contexte, je dirais, à l'époque où on était dans le progrès social et sociétal, puisque on était avec un gouvernement de gauche pluriel et avec notamment la mise en place des 35 heures, de la CMU, et donc la loi SRU fait partie de, je dirais, du progrès, en tout cas, qui était demandé par la CNL et à laquelle, d'ailleurs, mes prédécesseurs ont beaucoup participé, puisque à l'époque, le gouvernement travaillait davantage avec les associations et les écoutait davantage pour co-construire un projet je dirais, optimal pour les habitants. Donc cette loi SRU, évidemment, tout le monde la connaît plus ou moins, plus ou moins bien, mais il y a quand même deux points fondamentaux que vous avez rappelés. Le premier, évidemment, c'est le quota de logement social qui est imposé aux villes de plus de 3500 habitants. Et donc ça, c'est un véritable progrès social dans la mesure où l'effort républicain, il est partagé maintenant, il doit être partagé depuis l'année 2000 entre toutes les villes, puisque avant il y avait les villes qui en faisaient et les villes qui en faisaient pas. Et là, il y a eu, je dirais, une obligation d'organisation de la solidarité nationale sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un principe très important qui a été posé par cette loi SRU. Le deuxième volet très important, on connaît moins bien quand même dans le grand public, c'est l'obligation de concertation. L'obligation de concertation avec la mise en place de conseils de concertation, ce qu'on appelle les conseils, les CCL, hein, conseils de concertation locale, qui permettent justement aux locataires de pouvoir négocier et discuter avec les bailleurs sur leurs problématiques du quotidien et même sur, je dirais, la stratégie éventuellement du bailleur social. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, je tiens à préciser au passage que cette loi SRU avait introduit donc l'obligation de concertation, donc la mise en place de conseils de concertation, mais n'avait pas prévu l'obligation de financement.
Ça a été complété par la suite par la loi égalité et citoyenneté, qui a été prise également pendant un gouvernement de gauche, hein, je le dis, puisque c'est la loi égalité et citoyenneté qui a été portée par Emmanuel Cos, qui a introduit l'obligation de financement de la concertation avec un montant minimum par logement. Donc, on voit bien en fait que cette loi SRU, elle a permis, et c'était une chance pour les locataires et pour les habitants, d'avoir un développement important de construction de logements sociaux sur le territoire. J'ose à peine imaginer ce qui se serait passé si on n'avait pas eu cette obligation de loi SRU et qu'aujourd'hui, ça a permis un développement des constructions sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est important, puisqu'il y a beaucoup d'habitants qui attendaient et qui attendent encore un logement social. Et il faut que cette loi, elle continue hein, dans la perspective de répondre à la crise du logement qu'on vit actuellement. Ça, c'est le premier point pour tous les habitants. Et le deuxième point pour les locataires, eh bien, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle évidemment je dirais un complément de démocratie locative, puisque ça permet d'avoir une concertation organisée auprès des bailleurs sociaux pour qu'ils puissent tenir compte des envies et des besoins des locataires. Je regrette contre que les, comment dire, il n'y a pas d'obligation de conseil de concertation dans le privé où c'est plus compliqué, notamment à mettre en place quand il y a des copropriétés, etc. Voilà. Donc, cette loi SRU, évidemment, c'est un progrès social et sociétal qui a été porté par la gauche, mais on le voit bien qui a été attaqué depuis sa mise en place, attaquée fortement puisque elle n'est pas toujours respectée par les maires. Et donc ça, c'est bien dommage, parce qu'un maire, il devrait être exemplaire en tant que premier magistrat de la ville, premier élu qui représente aussi la République sur le territoire, et il devrait respecter la loi SRU, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle a été aussi, donc elle est attaquée, c'est sûr qu'on en reparlera tout à l'heure, mais elle a été aussi améliorée, puisque la loi Allure, et d'ailleurs, si Madame Lincolnel peut se connecter, elle était co-rapporteure à l'époque de la loi Allure, il y a eu donc une augmentation du quota de la loi, du quota qui est passé de 20 à 25%. Vous voyez, voilà. Donc cette loi, elle a évolué et il faut qu'on marque véritablement cet anniversaire pour dire, eh bien, ne touchez pas à la loi SRU, parce que la loi SRU, c'est véritablement un socle républicain de solidarité nationale que, en tout cas, la CNL défend âprement. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup. Et je vais maintenant m'adresser à Florent Guéguen. Donc, vous dirigez un office HLM dans un territoire qui a porté très tôt le principe de mixité sociale. Donc, comment un bailleur vit-il cette loi au quotidien? Et selon vous, qu'est-ce qu'elle a réellement permis en matière d'urbanisme et de production de logements? Oui, bonjour. Moi, je préside cet ensemble Habitat, qui est un bailleur public, 100% public, qui est présent sur les communes de Montreuil, Bondy, Bobigny, Bagnolet et Noisy-le-Sec, euh, euh, qui sont, comme vous le savez, des communes qui sont très au-delà du taux d'application de la loi SRU, puisqu'on est en fonction des communes, entre 40% de logements sociaux, c'est le cas à Montreuil, et on va jusqu'à 70% de logements sociaux pour, par exemple, la commune de Bobigny. Donc, nous, on est évidemment très au-delà des obligations légales et on en est fier. Et même sur ces territoires-là, évidemment, on souhaite continuer à développer le logement social bien au-delà des obligations légales.
La loi SRU, elle est fondamentale dans l'histoire des politiques du logement parce que c'est ce qui a permis de relancer la production du logement public, notamment à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000. Et c'est plusieurs centaines de milliers de logements qui ont été produits, notamment dans les communes déficitaires, grâce à cette loi et grâce aux leviers qui ont été créés par cette loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette loi est constamment attaquée par les forces conservatrices depuis sa création. Et, et récemment encore, hein, on voit des débats parlementaires et politiques qui s'attaquent à cette loi. Il y a deux angles hein, pour attaquer cette loi qui sont utilisés. Il y a la volonté récurrente en fait de faire entrer dans le comptage des logements sociaux au titre de la loi SRU des logements qui ne sont pas réellement des logements sociaux, en l'occurrence le logement intermédiaire. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas produire du logement intermédiaire pour les cadres, mais il ne faut pas les compter comme des logements sociaux réellement accessibles à la majorité de la population. Donc là, il y a une offensive hein, pour faire rentrer le logement intermédiaire et finalement permettre à des communes de contourner leur obligation de faire de véritables logements sociaux en faisant du logement intermédiaire. L'autre manière d'attaquer cette loi, c'est de faire en sorte que l'obligation ne pèse plus sur les communes, mais sur les communautés d'agglomération, sur les intercommunalités, de telle manière à ce que les communes qui ne veulent pas en faire puissent continuer à ne pas en faire et faire reposer l'obligation sur la commune d'à côté qui a une politique plus progressiste. Après, cette loi, même si elle a permis de produire plusieurs centaines de milliers de logements, elle reste très mal appliquée. Hein. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre nous dit que sur le dernier bilan triennal, il y a encore 64% des communes qui sont sous obligation de loi SRU et qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Alors, ça ne veut pas dire il y a 64% des communes qui n'ont rien fait, hein, mais ça veut dire qu'elles n'ont pas mis en œuvre toutes les mesures qui leur permettraient d'atteindre les 25% de logements sociaux. Ça veut dire que les outils coercitifs sont insuffisants et qu'il faudrait renforcer la loi SRU. Il ne faut pas seulement la défendre, il faut la renforcer. Il faut renforcer les sanctions financières. Il faut faire en sorte que quand un maire est récalcitrant et qu'il ne fait aucun effort pour produire du logement public, le préfet finalement puisse endosser les pouvoirs d'urbanisme et produire des permis de construire à la place des maires pour que la commune puisse atteindre ses obligations légales. Euh, et puis, bon, on est aussi un certain nombre à considérer que quand un maire et sur plusieurs exercices refuse d'appliquer la loi et préfère payer des sanctions financières, à un moment donné, la question de l'inéligibilité des maires, parce que ne pas faire de logement social, c'est une forme de délinquance. À un moment donné, la question de l'inéligibilité des maires qui n'appliquent pas la loi se pose. Et puis un dernier point, quand je parle de renforcement de la loi SRU, je pense aussi à la question de l'hébergement, pas seulement du logement social. Vous savez qu'il y a une crise de l'hébergement du sans-abrisme en France qui est très fort. Et moi, je plaide pour qu'il y ait un volet SRU hébergement où, d'une certaine manière, selon la même logique que la loi SRU, la loi pourrait imposer un quota de places d'hébergement par commune, de telle manière à ce qu'on ait une politique de logement social, mais aussi d'hébergement d'urgence qui soit correctement répartie sur l'ensemble du territoire national. Merci. Et de toute façon, la deuxième partie du débat va appuyer sur ce point-là, le renforcement justement de la loi SRU. Donc, on va y revenir juste après. Mais je vais maintenant passer la parole à Patrice Leclerc, qui est donc maire de Gennevilliers. Gennevilliers qui fait partie des communes
qui n'ont jamais fui leurs responsabilités par rapport à la loi SRU. Et donc, justement, quand on est un maire d'une ville populaire, quel regard porte-t-on sur ces 25 années? Et qu'est-ce qui a fonctionné et à contrario, qu'est-ce qui reste inacceptable aujourd'hui? Ah, le micro n'est pas remis. Ça commence bien. Bonjour à toutes et tous, merci pour m'avoir rappelé pour le micro. Donc Gennevilliers est une ville populaire, effectivement, qui a 68% de logements sociaux. Et je m'excuse parce que c'est 2 points en dessous de la demande, puisque 70% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social et certainement 80% à Gennevilliers sont éligibles. Je dis ça, c'est parce que même quand on utilise le mot mixité sociale en lien avec la SRU, je voudrais savoir de quoi on parle. Parce que parler de mixité à 35% quand 70% de la population est éligible au logement social, c'est déjà gérer la crise du logement. C'est-à-dire ne faire que 30% de logements sociaux, c'est de se dire qu'il y a 40 points de déficit et donc on met des familles en difficulté. Cette loi SRU a au moins le mérite de marquer la nécessité et l'importance et l'obligation de construire du logement social. Par contre, elle peut avoir le défaut, c'est que comme à gauche, donc Eddy Jacquemart a souvent soulevé la question des mesures de gauche qui ont été prises, mais à gauche, on n'a pas été très bon sur la défense du logement social dans cette dernière période, puisque la droite a quand même dominé et gagné d'un point de vue idéologique sur l'idée que le logement social est le cas social et que la mixité sociale, c'était diminuer le nombre de logements sociaux et non pas l'augmenter là où il n'y en avait pas. Et cette bataille politique, on l'a perdue, y compris des gens des catégories populaires pensent cela, alors qu'eux-mêmes sont en difficulté de logement. C'est assez important parce que il faut reprendre cette campagne politique pour expliquer que le logement social, c'est la garantie pour les couches moyennes et les couches populaires de pouvoir vivre dans la métropole du Grand Paris, par exemple. Et s'il y a une chose de bien, si je prends l'exemple de Gennevilliers, nous sommes certainement la seule ville des Hauts-de-Seine où employés, ouvriers et cadres a augmenté. Partout ailleurs, dans toutes les autres villes des Hauts-de-Seine, les cadres ont augmenté, mais les ouvriers ont diminué et les employés ont diminué aussi. Ou, des fois, c'est l'un ou l'autre qui ont diminué, mais en général, rarement les trois. La présence de logements sociaux, c'est la seule garantie pour empêcher la gentrification et c'est la seule garantie pour que les salariés puissent, les gens normaux, je dirais, les 70% de la population française, puissent vivre dans une métropole comme la métropole du Grand Paris. Donc, c'est un axe où il faut se battre sur l'application de la loi SRU, mais il faut se battre en fait pour le droit au logement et sur le fait que si on veut que les salariés, ces salariés essentiels d'ailleurs, je donnerai un exemple, Monsieur Castex qui a été Premier ministre n'a rien fait pour le logement social. Le même, quand il est président de la RATP, passe des conventions à tout bras avec la mairie de Paris ou d'autres mairies pour pouvoir loger ses salariés parce qu'il s'est rendu compte que ces chauffeurs de bus ou de métro ne pouvaient pas venir travailler à 4 heures ou 5 heures du matin quand ils habitaient au fond du Val d'Oise parce que c'est le seul endroit où ils avaient trouvé des logements. Donc la question du logement social est le seul moyen d'avoir des salariés qui font tourner la métropole du Grand Paris, parce que je suis dans la métropole, je peux parler de ça, mais ça doit être vrai dans toutes les métropoles. Donc je crois que la loi SRU est importante. C'est il faut lutter contre l'idée que c'est un plafond, parce que la droite, en gros, la montre, c'est 35% ou 30% comme un plafond. Or, ça ne peut pas être un plafond, ça ne peut être qu'un plancher qui doit être imposé dans toutes les villes. Et quand on dépasse cela, ce n'est pas un drame, au contraire, on permet aux habitants, aux salariés de vivre. Et le logement social n'est pas la cause des difficultés dans les villes. Ce qui est la cause des difficultés dans les villes, c'est la précarisation du travail, c'est les pensions trop basses, c'est l'individualisme qui se développe, enfin, c'est la société qui se délite à cause des politiques libérales. Et la droite UDI et LR dans notre région, parce que c'est dans la région Île-de-France quand même qui est assez particulière, c'est l'endroit peut-être où la lutte contre le logement social menée par la droite UDI et LR a été la plus forte. Et donc, même les élus maintenant qui veulent construire, même les élus de droite qui veulent construire des logements sociaux, et j'en connais parce qu'eux-mêmes sont confrontés à la difficulté
de leurs employés pour tenir leur crèche, de leurs salariés dans leur mairie, voire même du personnel de service pour les plus riches qui en auraient besoin. Bah, eux-mêmes ont du mal à en construire parce qu'à force d'avoir bassiner les gens sur l'idée que logement social égale caisse sociale. Ils veulent construire du logement social dans une rue. Les habitants eux-mêmes refusent par égoïsme de classe. Mais il y a vraiment une question qui est de l'ordre politique, parce que c'est même hors raisonnement. C'est pas raisonnable de penser comme cela. Il viendrait à l'esprit de personne de dire que 70% de la population d'Île-de-France sont des cas sociaux. Donc, quand 70% de la population est éligible au logement social, il faut construire du logement social pour répondre à leurs besoins. Merci beaucoup. Comme Audrey Linkenel n'est pas encore avec nous, je vais passer la parole à ma collègue Marie-Pierre Vieux pour poursuivre le débat. Ben, vous l'avez bien entamé de toute manière, puisque le deuxième éclairage, on peut le donner à la fois sur l'analyse et les solutions. Je crois que ça a été donné, il y a des obstacles financiers. Le fait qu'il y ait une crise de la construction fait que quand on veut donner 25% de logements sociaux dans un panel de logements sociaux qui est moindre, c'est plus compliqué. On a évoqué la bataille même qu'il y avait autour de la définition de logement social. C'est Florent Guéguen qui en parlait. Et c'est un débat qui existe au plan européen également avec la redéfinition des services d'intérêt généraux, dans lequel on veut introduire maintenant dans la définition du logement social et logement intermédiaire les maires réfractaires. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 50% des communes hors des clous et des multirécidivistes. Patrice Leclerc les connaît bien, il y en a beaucoup dans le 92, il en parlera. Et puis une offensive politique et idéologique qui est de plus en plus assumée, avec un ministre Jean Brun qui se fait quand même le chantre de la France des petits propriétaires et des petits propriétaires contre le logement social, avec le fait qu'en effet, le logement social est de plus en plus assimilé aux classes populaires qui elles-mêmes sont dénigrées quand on n'entre pas dans des discours à la Zemmour qui veut purement et simplement supprimer la loi SRU. On connaît le raisonnement de l'extrême droite. Donc, je vais revenir vers Eddy Jacquemart. La CNL le vit bien parce qu'elle est dans les quartiers, les locataires dans les cités HLM. Les attaques se multiplient. Il y a ce que vous appelez des maires voyous qui préfèrent payer des pénalités plutôt que construire. Des discours de plus en plus stigmatisants plutôt qu'apporter des réponses sociales et politiques. Qu'est-ce que propose la CNL d'abord en termes de sanctions, mais également en termes de renforcement de la loi SRU, et on va élargir parce qu'en effet, la loi SRU, c'est l'un des leviers de la reprise d'une politique publique et sociale du logement. En fait, la CNL, on est aussi un peu la vigie justement de la bonne application de la loi SRU. Il faut véritablement être très attentif, puisqu'on voit bien que avec tous les discours ambiants, qui nous disent que finalement la crise du logement, elle sera solutionnée par le marché privé. On voit bien que ça ne marche pas. Ça fait 8 ans qu'on a eu une attaque sans précédent sur le logement social, avec une ponction de près de 11 milliards d'euros, ce qu'on appelle la réduction de loyer solidarité, qui a freiné hein, le développement de la construction du logement social. Hein, ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront, il faut savoir que la réduction de loyer de solidarité est simplement une ponction qui a été faite sur les bailleurs sociaux. Moi, j'appelle ça le racket du logement social par l'État, qui permet de financer une partie de l'APL que l'État ne veut plus payer, hein, pour résumer la situation. Et RLS, réduction de loyer de solidarité, c'est pas une réduction de loyer, il n'y a rien de solidaire. Justement, ça a enrayé la construction, puisque l'année dernière, en 2024, on a à peine 80 000 agréments ou constructions de logements sociaux, ce qui est le chiffre le plus bas depuis 15 ans. Hein, vraiment en deçà de tous les objectifs. Donc il faut qu'on soit tous, pour ceux qui veulent défendre
le service public, puisque la loi SRU, c'est un véritable outil de mise en œuvre du service public du logement que nous défendons corps et âme à la CNL depuis bien longtemps, puisque pour nous, le logement doit avoir une réponse régalienne de l'État pour loger l'ensemble de la population et permettre justement une mixité sociale. Donc en fait, on doit être à l'écoute et attentif et dénoncer les mauvais coups qui pourraient arriver sur cette loi. Alors, moi, je suis complètement, évidemment, d'accord avec notamment ce que dit Florent sur l'inéligibilité des maires hein, que nous réclamons depuis très longtemps à la CNL. Oui, les maires qui ne respectent pas volontairement la loi SRU, qui en font même un élément de propagande pour leur campagne électorale, ça doit être sanctionné. D'ailleurs, j'espère que pour la prochaine campagne électorale qui arrive très vite au niveau des municipales, dans lequel la CNL, je vous le rappelle, a déjà fait des propositions, puisque on a fait un petit livret pour les candidats avec des propositions prêtes pour les maires qui veulent s'engager donc sur le terrain je dirais, de la solidarité et puis du social, pour que véritablement les maires qui ne respectent pas la loi SRU eh bien, puissent être sanctionnés de façon pour plus être éligibles, mais aussi de ne pas utiliser l'argument de non-construction de logements sociaux sur leur ville pendant la campagne électorale. Je pense que ça doit être aussi quelque chose qui doit être sanctionné politiquement, mais aussi au niveau de la loi, ce qui n'est pas prévu par la loi, hein, puisque c'est des arguments qui, hélas, sont encore utilisés par certaines listes dans certains territoires. Donc, il faut renforcer les sanctions. Ensuite, un autre point également important, c'est les maires qui siègent dans une collectivité territoriale, métropole ou une territoriale qui va parler du logement, les maires qui ne respectent pas la loi SRU dans leur propre ville ne doivent pas pouvoir délibérer sur des décisions relatives au logement social dans leur commune. Je vais donner un exemple très, très précis, puisque à Lille, il y a eu le vote à la communauté, à la métropole européenne de Lille. Il y a eu un vote qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, où des maires ont décidé de changer le statut de l'office public métropolitain en le passant en EPL, en société d'économie mixte. Et les maires qui ont proposé ça, ce sont les premiers à ne pas respecter la loi SRU dans leur propre commune. Donc c'est quand même fort de café que des maires puissent se positionner pour privatiser le logement public alors qu'ils ne respectent pas la loi SRU. Donc il faut en effet être très vigilant sur l'application et en effet, il faut que la stigmatisation du logement social cesse dans notre pays. On ne peut pas continuer d'entendre des choses horribles sur le logement social en disant que c'est des zones de non-droit, etc., etc. Il y a en effet des quartiers où il y a des difficultés particulières, mais dans le HLM, on vit bien, on peut bien vivre, et c'est véritablement, je le défends puisque je suis fils d'HLM, hein, et donc je sais ce que c'est que le logement social, et nous l'avons, je l'ai vécu en tout cas, quand je suis arrivé dans le HLM, comme un véritable progrès social, avec tout le confort qu'on peut trouver aujourd'hui dans les HLM, qu'on ne trouvait pas forcément dans le logement privé dans les années 60, 70, ou quelquefois dans le privé, il n'y avait même pas de salle de bain dans les logements. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur l'application de la loi SRU. Et nous, en tout cas, on va continuer à dénoncer les maires qui ne respectent pas cette loi. Je vais me retourner vers Florent Guéguen. Je ne sais pas si vous trois, vous avez lu les propos d'Édouard Philippe ces 24 dernières heures, mais on parlait de l'extrême droite. Il n'est pas d'extrême droite. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il soit un défenseur du logement social. Il explique que le moyen le plus efficace de détruire une ville, c'est de pratiquer l'encadrement des loyers.
Et il explique surtout qu'il faut finir de tourmenter fiscalement les propriétaires privés et de s'attaquer à la spéculation immobilière et financière. Donc, c'est pas directement de cela que je voulais parler avec Florent Guéguen, mais si quand même, vous êtes bailleur dans l'un des départements les plus populaires de France, avec un discours du pouvoir, de la droite et de l'extrême droite qui est extrêmement stigmatisant et qui dévalorise le logement social, alors qu'on se rend bien compte que ce n'est pas un logement au rabais, au contraire, qu'il est sur de l'innovation sociale et pas que environnementale, en termes de matériaux, de construction et autres. Comment justement un office HLM social et public peut-il réagir à cette offensive à la fois idéologique, à la fois politique et à la fois financière et montrer qu'il y a de l'avenir au logement social, que c'est peut-être même le logement d'avenir? Il y a quasiment les réponses dans votre question. Euh, bon, d'abord, il est clair qu'il y a une offensive du capital et des forces réactionnaires contre le logement social. Cette offensive, elle date pas d'hier, mais elle se renforce. Euh, elle est financière d'abord, puisque, bon, notamment, il y a une accélération depuis la loi Elan de 2018. On voit bien qu'il y a une volonté affichée du pouvoir actuel d'assécher finalement les finances du logement public pour... alors, la philosophie qui est derrière est simple, hein, c'est de considérer que finalement, à part le logement pour les très pauvres, le reste du parc public finalement devrait être privatisé et géré par le marché. Euh, et que sur ce fondement-là, on peut donc faire des économies sur le logement public, on peut assécher les finances des bailleurs publics et les obliger à vendre leur patrimoine. Puisque vous savez, la caractéristique des offices, et notamment des offices publics, c'est qu'ils sont pauvres, mais ils sont riches de leur patrimoine, d'un patrimoine qui est souvent d'ailleurs implanté en première couronne, y compris en Seine-Saint-Denis, sur des territoires à forte spéculation. Donc, et on voit bien que notre patrimoine intéresse les forces du marché. Et donc, il y a bien, de mon point de vue, hein, une volonté concertée que d'assécher le budget des offices pour nous obliger d'une certaine manière, à vendre notre patrimoine au privé et à libéraliser le logement social. Euh, je veux dire aussi que euh, appliquer la loi SRU ne suffit pas pour relancer le logement public en France. Ça a été dit par Eddy, il y a un effondrement dramatique de la production de logements HLM dans le pays. C'est le cas aussi en Île-de-France. Hein. En Île-de-France, c'est 840 000 demandeurs de logements sociaux pour seulement 18 800 logements sociaux agréés. Ça, c'était en 2024. Donc, on voit bien 840 000, 18 000 logements par an. On n'est pas du tout dans l'équation et tout ça est dramatique. Mais il y a des explications financières. Eddy a parlé de la RLS. Hein. La RLS, c'est une taxe sur les loyers qui s'applique. Or, les loyers, hein, c'est la principale recette des offices publics, qui s'applique donc aux offices publics. C'est 1,3 milliard par an que l'État nous prélève. C'est considérable. Hein. En réalité, c'est une taxe sur les pauvres qui a été créée par ce biais. Et puis, on a aussi des mécanismes de marché qui font que les coûts de production du logement sont plus chers, les coûts énergétiques sont plus chers parce que le marché de l'énergie est dérégulé. On a aussi la question des taux d'intérêt qui ont augmenté ces dernières années et qui fait que les taux d'emprunt, qui est le socle hein, du financement du logement social en France, sont beaucoup plus élevés. Bref, le contexte financier est très défavorable à la production du logement public. Donc ça veut dire il faudrait, à côté de l'application de la loi SRU, un plan pluriannuel de réinvestissement de l'État
qu'il s'agisse bon, de la suppression de la RLS, qu'il s'agisse des aides à la pierre qui ont quasiment disparu et qui sont pour nous indispensables. Comme on a une spéculation foncière qui continue, euh, pour un office public, investir sur un territoire, par exemple l'exemple de Montreuil, je pourrais aussi parler de Bagnolet, qui sont des territoires à forte spéculation. On a besoin pour acheter des terrains, on a besoin d'aides publiques et notamment d'aides de l'État pour compenser ce qu'on appelle la surcharge foncière et pouvoir programmer des opérations de logement public qui soient équilibrées financièrement. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à le faire. Et puis, dernier point sur la question de la bataille culturelle autour du logement social. Patrice Leclerc a totalement raison. La gauche a reculé sur ce sujet. Pour dire les choses rapidement, je dirais que sur la période de reconstruction entre les années 50 et les années 70, le logement social était perçu comme un élément de modernité, de progrès social. Les gens, enfin, il faut toujours rappeler que le logement social, ça a permis à des centaines de milliers de personnes de sortir de l'habitat indigne, de sortir des bidonvilles, euh, et particulièrement en Île-de-France. Et c'était un accès à la modernité, au confort moderne. Aujourd'hui, c'est malheureusement perçu par une partie de la population comme une sorte de relégation, de pis-aller. C'est-à-dire que faute de ne pas pouvoir aller dans le privé, bah on attend un logement public. Donc il faut essayer de réinventer un récit positif, progressiste, autour du logement social. Ça a aussi un impact sur la pratique des bailleurs, hein, puisque nous, on a aussi une forme de responsabilité dans le logement social bashing. Et je pense que du point de vue des offices, il faut aussi qu'on améliore la qualité de service, la réponse aux locataires, qu'on sorte parfois je dirais d'habitudes qui sont un peu des habitudes bureaucratiques, et qu'on améliore la qualité du service public, et qu'on se donne aussi des outils pour mesurer cette amélioration, parce que ça fait aussi partie de l'image qu'on renvoie du logement public. Donc c'est tout ça qu'il faut faire si on veut relancer une politique de logement public qui soit, j'allais dire, soutenue et approuvée par la majorité de la population. Et puis un dernier mot, puisqu'on évoquait les élections municipales, et j'évoquais aussi la question financière. Aujourd'hui, il faut être honnête, pour un maire, sur un plan strictement financier, c'est pas du tout intéressant de faire du logement social. Il n'y a pas de... Puisque la fiscalité, en fait, n'est pas favorable au logement social du point de vue du maire. Il y a notamment une exonération de la taxe foncière, hein, pour un maire qui construit des logements dans les quartiers politiques de la ville. Donc, il faut aussi revoir la fiscalité autour du logement social pour effectivement favoriser les maires bâtisseurs et créer des incitations financières aux maires qui s'engagent dans le logement abordable. Merci. J'en profite pour dire qu'il y a Audrey Linkenel qui vient de se connecter. On va la laisser attendre 2 minutes. On va céder la parole à Patrice Leclerc parce que on vient d'interpeller, enfin, on vient d'évoquer les municipales et le fait qu'il était peut-être plus facile de ne pas faire du logement social plutôt qu'en faire. Vous, Patrice Leclerc, juste à côté de Gennevilliers, il y a des communes qui sont multirécidivistes face à la loi SRU et qui préfèrent ne pas construire du logement social. On a une présidente de région, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui n'est pas non plus un point d'appui, on peut le dire comme ça. Comment on peut affronter cette situation et quel levier pour agir, réagir et pour continuer à être un militant comme vous l'êtes du secteur? Alors, moi, je crois qu'il n'y a qu'une solution sur laquelle on est en échec pour l'instant, c'est la mobilisation populaire. C'est-à-dire, tant que les gens penseront que le logement social, c'est un problème individuel, un problème de piston, un problème faut avoir sa carte au PC pour avoir un logement, où c'est le maire qui doit décider, tant qu'ils penseront que c'est que ça et que c'est pas un problème global de manque de logement, eh ben, on n'y arrivera pas. Et donc, il nous faut arriver à remobiliser
les habitants, d'abord à partir du constat de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a, si je prends une ville comme Gennevilliers, il y a 7000 demandeurs de logement et on a de 353 logements par an qui se libèrent, que l'on peut attribuer. Pour donner un exemple, il y a 2 mandats, on attribuait 800 logements par an pour 4000 demandeurs de logement. Aujourd'hui, on est à 7000 demandeurs de logement, 353 possibilités d'attribution. Donc ça s'aggrave, le délai d'attente se prolonge et les difficultés de vie de ces demandeurs de logement sont encore plus graves qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on a des familles qui sont en suroccupation. Après, on peut dire tout ce qu'on veut sur la vie dans les quartiers, mais quand vous avez 4, 5 enfants dans un F2 ou un F3 et qu'on vous dit pour avoir une pièce supplémentaire, il faut attendre 8 ans. En gros, vous aurez votre logement plus grand quand votre enfant sera parti à la fac ou ailleurs. C'est des difficultés de vie extrêmement importantes qui sont générées. Donc moi, je ne vois qu'une seule solution, c'est la mobilisation des gens. Tout le reste, c'est du pipeau parce que la loi SRU, ça a été dit, c'est insuffisant, c'est qu'à 35% de logements sociaux. Il faut beaucoup plus de logements sociaux dans chacune des villes si on veut répondre à la demande et à ce droit au logement. Sur la question de la modernité du logement social, moi j'insiste sur le fait que ça a été un élément moderne, mais ça l'est toujours. Le logement social est mieux isolé que le logement privé. Le logement social coûte moins cher à la collectivité locale que le privé. Comme exemple, aujourd'hui où les promoteurs n'arrivent plus à vendre, on demande aux bailleurs sociaux d'acheter des cages d'escalier aux promoteurs. C'est-à-dire les promoteurs prennent de l'argent public quand ça ne va pas, mais ne redistribuent pas les richesses quand ils font des profits. Le logement social, lui, rapporte à l'État plus qu'il ne coûte. Et donc c'est quelque chose, ça reste. Il y a des logements plus grands dans le logement social, même s'il y a une diminution de la taille des logements construits dans la dernière période, ça reste plus grand que le privé. Et c'est souvent avec des matériaux de meilleure qualité parce que les bailleurs qui construisent pensent à la rénovation dans les 15, 20 ans suivants, que quand c'est des promoteurs, ils s'en foutent, c'est les copropriétaires qui paieront la rénovation. Donc il y a des éléments de modernité encore aujourd'hui dans le logement social. Et puis ça permet aussi de ne pas diminuer 30%, normalement 30 ou 33% des revenus des locataires, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Je finirai aussi sur l'idée, en région parisienne, qui peut acheter maintenant, je prends dans les Hauts-de-Seine, qui peut acheter un logement quand les prix du mètre carré oscillent entre le moins cher, un peu en dessous de 5 000 € à Gennevilliers, jusqu'à 15 000 €. Quels sont les salariés normaux qui pourront continuer de vivre dans les Hauts-de-Seine? Parce que quand on dit le logement social, le logement de pauvres, c'est pas vrai, c'est le logement des salariés jusqu'à un niveau malheureusement de revenus qui est très majoritaire puisque 70% de la population y est éligible. Par contre, quand on en sort, quand on est viré du logement social, on ne peut pas forcément rester dans la petite couronne parce que c'est trop cher vu les prix d'achat ou le prix du libre. Donc le logement social est aussi sa modernité, c'est de permettre que les salariés soient proches de leur lieu de travail et c'est mieux pour leur confort de vie comme c'est mieux pour l'écologie et la dépense de carbone. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu. Alors, dans les propositions, moi je rejoins Florent Guéguen, il faut réaugmenter l'aide à la pierre. D'abord parce que ça fait baisser les loyers, en plus de s'attaquer à la question du foncier, puisque le loyer est constitué des emprunts. Et donc, augmenter l'aide à la pierre, je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, il y a eu 800 millions d'aide à la pierre, on est tombé à 500 sous Hollande, et maintenant on doit être à 80 ou 100 millions. Il faut revenir à une aide à la pierre réelle. Il faut orienter l'argent non plus vers la construction de logements privés, mais vers cette aide à la pierre. On a mis 2 milliards dans le Pinel, alors ça a été supprimé, mais c'était pour construire, c'est-à-dire profiter de la pénurie de logements pour que des gens achètent des logements et les mettent en location dans le libre et donc se fassent de l'argent de deux façons, défiscalisation et hausse des loyers. Donc il faut orienter cet argent-là vers le public et pas vers le privé. Imposer 30% de construction de logements sociaux minimum dans toutes les nouvelles constructions, même si on applique la loi SRU pour permettre de répondre à la demande. Et je partage l'idée, par exemple, dans la métropole de Grand Paris, nous avons une revendication, c'est qu'il y ait 13 logements d'urgence construits pour 1000 habitants dans toutes les villes pour répondre aussi à cette demande de logements d'urgence. Mais je dirais, et je rajouterais, on aurait besoin de moins de logements d'urgence si on y avait assez de logements sociaux,
Parce que par exemple, les femmes battues, elles n'ont pas besoin de logement d'urgence, elles ont besoin d'un logement normal. Les personnes qui se séparent n'ont pas besoin d'un logement d'urgence, ils ont besoin d'un logement normal. Et les gens qui sont à la rue n'ont pas forcément besoin d'un logement d'urgence, ils ont besoin d'un logement normal. Les logements d'urgence devraient être que pour traiter les urgences et pas sur les questions sociales. Merci. Merci, Patrice. On accueille Audrey Linkenel, donc merci d'être là. Voilà. Je crois que vous avez bien compris où on en était du débat. On a à la fois fait l'état de la loi SRU et puis regardé les obstacles aujourd'hui, euh, financiers, politiques, voire idéologiques. Vous êtes parlementaire, vous connaissez bien cette loi. Comment peut-on la muscler aujourd'hui dans le contexte général et plus largement, comment limiter la spéculation foncière, immobilière, comment encourager le logement social et public et comment contrer à la fois le discours et la politique de l'extrême droite et de la droite qui cherchent à détricoter cette loi. Vous avez 2 heures. Non, vous avez 10 bonnes minutes. Euh, Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Pardon pour le retard. Pardon aussi, sans doute qu'il y a un peu de bruit autour de moi, mais comme vous pouvez le voir, je suis au Sénat. Alors, je n'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu un certain nombre de choses, en tout cas dites notamment par Florent et par Patrice Leclerc, que je partage en très, très grande partie. Peut-être dire que on est dans une situation un peu paradoxale parce que vous me demandez comment muscler la loi SRU, alors que ici au Sénat, Dominique Estrosi Sassone, la présidente des affaires économiques du Sénat, qui est par ailleurs très investie aussi dans le monde HLM et dans le monde des offices, vient de déposer une proposition de loi qui ne vise pas à muscler la loi SRU, mais plutôt, de mon point de vue, à l'affaiblir, puisqu'elle revient sur une idée qui circule depuis déjà un certain temps, l'idée qui est d'intégrer finalement les logements intermédiaires dans la loi solidarité et renouvellement urbain. Donc je pense que d'abord, la première des choses, c'est de dire qu'il faut tenir bon sur cette loi. C'est vrai elle est souvent décriée, en tout cas par certains. C'est vrai aussi, je pense qu'il faut le souligner, que jusqu'à présent, elle a résisté. Je pense que c'est quand même aussi une des premières leçons. Quand nous avons, nous, la gauche, en 2012, musclé pour le coup pour la première fois la loi SRU en relevant le taux de 20 à 25% de logements sociaux obligatoires dans un certain nombre de communes, quand on a quintuplé les pénalités, on a eu des cris d'orfraie, mais on a réussi à faire passer cette loi. Alors, parce que la gauche était majoritaire, c'est vrai, mais aussi parce que je pense qu'il y avait une forme de consensus qui s'était finalement dégagé. Moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises des maires qui ne sont pas tous de gauche et qui pourtant reconnaissent l'intérêt de la loi SRU parce que beaucoup, heureusement, ont quand même compris que le logement social, d'abord, c'est un modèle que moi je considère comme vous comme étant universel, qui ne loge donc pas que les plus démunis, même s'il doit le faire, mais qui loge aussi les travailleurs de première ligne, de première cordée, quand on a dit pendant le Covid, voilà, des profs, des fonctionnaires, des plombiers, que sais-je. Je pense qu'il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre d'élus dans notre pays qui le reconnaissent. Et donc aujourd'hui, même s'il y a un discours parfois contre SRU, dans les faits, cette loi elle a été plutôt confortée que détricotée. Ça a tenu jusqu'à maintenant. J'espère que ça tiendra encore un petit peu, même s'il y a cette proposition de loi. Nous, en tout cas, évidemment, je pense que tous les groupes de gauche s'y opposeront. J'espère qu'on trouvera aussi à l'Assemblée un consensus pour s'y opposer. Mais c'est vrai que ça montre aussi un peu l'air du temps. Vous avez, pour certains, parlé aussi de la difficulté d'accéder à la propriété quand on a des revenus moyens. Vous savez que je suis très attachée à l'accession durablement abordable que propose le bail réel solidaire. Moi, je suis très attachée à ce dispositif et ça n'est pas pour autant que j'étais favorable à ce qu'il intègre la loi SRU. Enfin, moi, je suis pour l'accession abordable à la propriété, mais je ne suis pas pour que ça se substitue au logement social. C'est comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra revenir en arrière, mais ça montre bien cette idée chez certains
en fait, en élargissant, de faire disparaître petit à petit le logement social. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, il faut muscler ça. Pour le muscler, il y a la bataille politique et on l'amènera. Mais je rejoins ce qui a été dit à la fois par Florent sur le fait que il y a aussi un travail à faire de la part des bailleurs sociaux sur évidemment l'état des logements. Depuis la loi SRU, depuis l'an 2000, il y a un certain nombre de logements qui étaient neufs à l'époque, qui aujourd'hui ont déjà besoin de rénovation, qui viennent s'ajouter à tous les besoins de rénovation des logements des années 50 ou 60, et notamment de rénovation énergétique. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur là-dessus. Évidemment, ça nécessite de l'argent public, et évidemment, il n'y en a pas eu ces dernières années. Donc, le combat, il doit être à la fois sur les principes et sur les finances. Ça, moi, je partage tout à fait. Et ça ne peut pas être que les collectivités locales qui payent. Donc, il faut, encore une fois, que le logement social montre qu'il est agréable, qu'il est confortable pour qu'on ait envie de le défendre, y compris, j'ai envie de le dire, face à des populismes qui aujourd'hui se servent de l'état du logement social pour dire aux locataires que c'est eux qui ont la meilleure solution. Et ces populismes, ils sont à l'extrême droite, mais pas que. On connaît tous dans nos villes d'autres formes de populisme qui s'expriment, qui se servent de la dégradation des logements, du manque d'entretien pour attirer vers eux des voix à l'échelle locale ou nationale, sans toujours dire que si c'est dans cet état, peut-être que c'est parce qu'il y a eu la RLS, que c'est pas forcément que le bailleur il veut pas mais qu'il peut pas, que c'est pas parce que la mairie elle veut pas mais qu'elle peut pas obliger un bailleur qui n'a plus les moyens. Enfin voilà, je pense que cet élément-là évidemment fragilise un peu le discours, et que donc aux côtés du discours politique, il faut qu'il y ait un discours, je vais dire professionnel, qui nous aide. Et comme l'a dit Patrice Leclerc, il faut, je pense, un discours et une mobilisation citoyenne. Il faut qu'effectivement les habitants, les associations de locataires soient à nos côtés là-dessus, détricotent les discours populistes, montrent la complexité du modèle du logement social, parce moi j'ai été élue au logement dans ma ville de Lille avant d'être parlementaire. Moi aussi j'ai entendu des gens à qui j'expliquais la complexité du système me dire mais les autres je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est mon logement. Tout ça, il faut aussi qu'on arrive à le déconstruire tous ensemble. Et c'est pas facile quand on est face à des gens qui sont effectivement mal logés, qui sont effectivement qui attendent depuis longtemps un logement plus grand, plus adapté à leurs revenus, etc. Voilà. Donc malheureusement, la première bataille, ça sera déjà encore une fois de s'opposer au détricotage de la loi SRU. Mais si au passage on peut au contraire la conforter, résister aussi à la tentation de supprimer les sanctions ou les pénalités. Moi, je trouve qu'elles sont utiles. J'ai toujours essayé de contrer ceux qui disaient oui, mais c'est pas vraiment obliger les mairies parce qu'il suffit que certaines qui sont riches payent pour se défaire de l'obligation. Peut-être, mais en attendant, ces pénalités que les communes les plus riches payent, elles vont quand même dans le pot commun qui permet de rénover et de produire du logement social dans leur commune par le biais des contrats de mixité sociale qui sont parfois portés par les préfets, et puis si c'est pas chez eux, ça sera au moins à côté, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la question du foncier que vous avez posé. On est tous d'accord, je crois, pour dire qu'il faut mieux encadrer aussi le prix du foncier, comme on le fait pour les loyers privés. Là aussi, c'est un combat commun qu'on mène pour que les expérimentations en cours à Paris, à Lille et ailleurs ne s'arrêtent pas, et qu'au-delà même de la pérennisation, on renforce encore l'encadrement des loyers privés. Mais à côté des loyers, il y a le prix du foncier. Alors, faut pas se mentir, ça risque d'être plus difficile parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont pour la régulation du foncier. Peu sont vraiment capables de dire comment on s'y prend concrètement. Ça reste un travail qui est devant nous, mais je pense que c'est nécessaire qu'on se pose cette question du prix du sol, finalement, qui reste un bien commun qui nous appartient. On a montré un peu la voie avec les organismes de foncier solidaire. Sans doute qu'il faut aller plus loin, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que le logement soit abordable pour la majorité des Français avec des revenus modestes ou moyens. Ça passe évidemment par le logement social. Encore une fois, moi, je suis très attachée à sa vocation universelle. Je suis très attachée aussi à la mixité sociale en général et à la mixité fonctionnelle. C'est pour ça que je serais peut-être plus nuancée sur la question du soutien au privé. Moi, je ne suis pas non plus une fan de la défiscalisation.
Mais c'est vrai que quand les temps sont difficiles, avoir avancer un petit peu sur le statut du bailleur privé en contrepartie aussi d'un soutien au logement social. Peut-être que dans une période très difficile, il faut en passer par là, même si je reconnais que voilà, c'est pas la voie que je privilégie forcément, mais parfois il faut savoir faire un peu des concessions à la conjoncture et au contexte politique. Mais en tout cas, voilà, je pense que cette question du logement abordable, elle passe d'abord par le logement social, mais elle doit aussi intégrer l'accession abordable à la propriété, tout ce qui finalement fait le vivre ensemble et la mixité dans nos villes et puis aussi dans nos territoires ruraux. Ben, je vous remercie. Je vous remercie d'ailleurs tous quatre d'avoir participé à ce débat dans des contraintes de temps telles qu'elles sont. Mais la CNL tenait à marquer cet anniversaire de la loi SRU. Je vais laisser la parole à Eddie Jacquemart pour qu'il conclue en quelques minutes. Bon, je ne veux pas conclure parce qu'en fait, il faut qu'on continue. On a bien compris en fait que la, 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 le chemin de la loi SRU n'a pas été un long fleuve tranquille depuis 25 ans, mais que malgré tout, cette loi, elle résiste aux intempéries du libéralisme et que parce que elle est juste et que Audrey l'a dit, même certains maires, je dirais de droite, hein, puisque c'est quand même une loi de gauche qui a été promulguée, eh bien, on voit le sens commun et on voit l'utilité. Donc, si elle a résisté, c'est parce que, évidemment, cette loi est utile pour les habitants et les habitantes et que ça permet justement de mieux appréhender la problématique du logement, qui, je le rappelle, pour nous, la CNL, est important qu'elle soit une réponse aux besoins des habitants et un véritable service public du logement. D'ailleurs, je dirais, moi, en fait, pour conclure, que c'est un pilier républicain, cette loi SRU, et qu'il faut évidemment qu'on puisse résister tous ensemble pour qu'elle puisse continuer à avoir ses effets positifs sur le territoire. On ne l'a pas forcément dit, mais la loi SRU, elle a aussi l'avantage de promouvoir non pas l'étalement urbain, mais véritablement aussi le bon aménagement des villes et la concentration sur le territoire pour éviter justement les effets néfastes des effets des gaz à effet de serre. Et je dois dire aussi que je remercie les intervenants à ce débat et je suis rassuré en tout cas d'avoir euh, des, des maires, des parlementaires et des directeurs, des présidents d'office qui sont en tout cas à nos côtés, je le sais, pour maintenir cette loi SRU et développer la réponse importante que attendent les habitants. On compte aujourd'hui plus de 3 millions de personnes qui attendent un logement social dans notre pays. Et je souhaite un bon anniversaire officiellement à la loi SRU. Donc 25 ans, ça se fête. Et j'espère qu'on pourra aussi très prochainement souhaiter un bon anniversaire, un premier anniversaire à la sécurité sociale du logement, puisque vous savez que la CNL a un projet progressiste, malgré, je dirais, l'ambiance actuellement compliquée et libérale dans notre pays. Nous avons écrit donc un manifeste sur la sécurité sociale du logement. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous lu. En tout cas, si vous ne l'avez pas, il faut nous le commander à la CNL et pour qu'on puisse justement porter ensemble cette revendication de progrès social dans laquelle, évidemment, la loi SRU s'inscrit en tant que, je dirais, pivot du service public du logement. Voilà. Donc, merci à vous tous et puis à très bientôt pour certains ou certaines et bon anniversaire à la loi SRU. Ben voilà, on coupera là. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, c'était Merci, hein, très c'était vraiment très intéressant intéressant, hein. ouais, et merci vraiment de Au votre revoir. disponibilité. Merci. Bonne À journée. bientôt.